Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Sony Xperia J. C'est un terminal de, disons, moyenne gamme, on va dire, sous Android, qui a été dévoilé lors de l'IFA 2012, fin août, avec deux autres terminaux qui sont le Xperia T, qui est un peu au-dessus, et le Xperia V. Et on aura l'occasion de les tester prochainement. Et on commence par le J. Rapidement sur les spécifications, c'est un terminal qui a un écran 4 pouces 480 par 854, donc c'est pas un écran gigantesque, mais si on devait le comparer à un écran similaire, alors avec un ratio différent, voilà, par rapport à un iPhone 5, on le voit ici, c'est pas un appareil très grand, un petit peu plus large que l'iPhone 5, voilà, c'est à titre de comparaison, hein, c'est bon. Par contre, si on le met à côté d'un Galaxy S3 pour que vous voyez un petit peu la différence, et ça reste un appareil qui est de taille moyenne et qui du coup tient bien dans la main, mais on reviendra là-dessus, vous inquiétez pas, un tout petit peu après. Il tourne actuellement sous Android Ice Cream Sandwich 4.0.4. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour à Jelly Bean prévue, je pense que oui, pour l'instant je ne sais pas, a priori ou logiquement oui, puisque c'est un appareil qui a été récemment annoncé, mais je peux pas vous le confirmer. Il a un processeur 1 GHz, c'est du single core, 512 de RAM, 512 MO de RAM bien sûr, 4 Go de mémoire interne, ce qui peut, mais vous pouvez mettre une micro SD, ça se passe juste derrière ici, un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, il filme et la qualité est pas mauvaise, mais c'est en résolution VGA, ce qui est un peu handicapant si vous voulez en faire quelque chose, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui sera important pour tout le monde. Et là-dessous, on a également une batterie de 1750 mAh, ce qui est pas trop mal pour un appareil single core 1 GHz avec une résolution de ce type, un écran de ce type, etc. Donc au final, on arrive d'ailleurs à une autonomie pas mauvaise. On a fait quelques tests avec différentes applications et avec notre utilisation. On arrive à... Alors, en termes d'utilisation, en fonction des utilisations, on arrive à un peu plus de 9 heures en lecture vidéo, ce qui est pas mal. 14 heures en musique, c'est pas mauvais non plus, même si on a vu mieux. 8 heures sur le web en Wi-Fi, pourquoi pas. Ça me paraît relativement bon. Ce qui est intéressant surtout de se dire là-dessus, c'est qu'avec un appareil comme ça et ce type de batterie, vous allez pouvoir tenir largement une journée en faisant un peu de web, un peu de vidéo, un peu de musique. Ça, c'est de toute façon la base. Si vous le maltraitez pas trop, entre guillemets, si vous l'utilisez pas de manière trop intensive, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser le lendemain. Le mieux là-dessus, c'est de l'éteindre la nuit, histoire d'eux, et le lendemain, vous pourrez l'utiliser. Maintenant, pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir des terminaux qui peuvent être utilisés de manière intensive toute une journée et durer 2 jours par exemple. Pour l'instant, on n'en a pas, à part si vous commencez à acheter les batteries d'extension de capacité avec les coques qui vont avec, mais ça c'est un autre sujet. Il tourne assez étrangement avec une SIM classique. Alors attendez, je vais vous ouvrir ça pour vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et ici ouais, c'est une SIM classique, donc la mini SIM. En fait, on a la mini, c'est celle-là, on a la micro, et ensuite après on a la nano. Et donc ça c'est une SIM classique, ce qui est pas trop un problème, puisque normalement quand vous achetez une SIM encore aujourd'hui, vous avez différents formats. Et à la base vous avez la mini, vous pouvez la découper, etc. Et bien sûr on a le slot micro SD juste à côté. Et la batterie juste à côté, voilà, ici, avec les petits effets chromés, mais tout ça bien sûr c'est en plastique. Et du coup on va parler finition rapidement. Alors peut-être d'abord passer par un déballage, hein, même si c'est pas le plus intéressant, hein, comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette magnifique boîte? On a le chargeur, voilà, c'est un chargeur écolo. Alors quand je dis écolo, c'est basse consommation, c'est des gros chargeurs généralement, mais qui consomment moins. Et je garde des petits autocollants sur mes mains. Qui consomment moins que les chargeurs petits de petite taille. Et Sony, et à l'époque de Sony Ericsson, était d'ailleurs bien réputé pour avoir voilà, du matériel un peu plus écologique. Un petit peu comme Nokia. Donc c'est un bon élève là-dessus. Là on a un câble USB, micro USB. Tout ce qui est plus classique. Un peu de plastique, c'est bien pour la nature. Et quelques notices. C'est bien pour la lecture. Ok.
Le J, c'est un appareil qui est de moyenne gamme, on va dire même bas de moyenne gamme. Disons qu'il est proposé actuellement, il y a un seul site qui le propose, mais je pense que ça va s'ouvrir bien sûr. 250-240 euros nu. Pour l'instant, il n'est pas disponible avec forfait, mais c'est le type de terminaux typiquement qui sera proposé à 1 euro avec forfait ou à 9 euros avec forfait. Moi, je pense que ça va être plus 1 euro, mais ça tournera entre 1 et 10 euros de toute façon, à part si vous prenez des forfaits assez bas en termes de prix. Mais quand vous allez dans le haut de gamme au niveau des prix, vous serez plutôt dans ces eaux-là. Et ça se voit quand même. Alors, peut-être pas comme ça à l'œil nu, mais dès qu'on le prend en main, en fait, on le sent. C'est un appareil qui est pas forcément lourd, ça c'est pas un problème, hein, 124 grammes. D'ailleurs, en termes d'épaisseur, rapidement, il est à 9,2 mm. A priori sur cette zone-là, puisque quand il calcule, quand il mesure, il se base normalement sur l'épaisseur la plus grosse, puisque sinon c'est un peu de la triche, quoi. Voilà, donc c'est bon, c'est un terminal relativement fin, c'est pas un critère essentiel, hein, d'après moi. Mais alors par rapport à la finition, que je finisse ce que j'étais en train de dire, et j'ai des traces de doigts, et ça c'est un deuxième point qu'on va aborder un peu après, mais c'est qu'il fait très plastique. C'est une coque arrière vraiment à la Sony, comme on a l'habitude de voir Sony Ericsson sur les terminaux de moyenne gamme, voire d'entrée de gamme. Ça sent le plastique, on le sent, c'est un plastique ici qui est légèrement mat, donc c'est joli, ça fonctionne bien, mais je trouve que c'est aussi amplifié par son design. Moi, il me fait penser bien sûr à un arc avec cette courbure à l'arrière. L'arc, c'est un appareil qui est plus performant, enfin qui est performant et à l'époque était très performant, c'était du haut de gamme, mais qui avait des finitions qui étaient moyennes. Et là, ici, on a quelque chose qui est bien fini, mais qui fait très plastique quand même. Alors ouais, rapidement sur l'écran, je trouve quand même que généralement, enfin, on voit bien les traces de doigts sur la majorité des écrans, mais parfois il y a des traitements qui permettent d'éviter ça. Sur celui-là, on le remarque particulièrement bien, et pourtant je viens juste de l'essuyer, mais vous voyez, bon, c'est pas très efficace. Et si vous mettez vos doigts dessus, bien sûr, vous aurez des traces très rapidement. Alors, en soi, c'est pas un gros point négatif, hein, ça arrive sur tous les terminaux, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment flagrant sur celui-là, ce qui est un peu étrange. Alors, à l'avant, on a une caméra frontale qui permet de par exemple, faire de la visio ou de vous prendre en photo, avec quelques capteurs qu'on ne voit pas vraiment. Quelques boutons ici, et encore une fois, quelques traces, désolé, hein. Voilà, ça c'est les touches sensibles classiques, retour, accueil et menu. Là on a une petite pente comme ça sur le côté. Personnellement je suis pas fan du design de l'appareil, mais bon, c'est une question de goût. En dessous on a absolument rien à part le micro. Sur la tranche droite on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le bouton de volume, et on n'a pas de bouton dédié pour l'appareil photo. Et vous le voyez bien là ici, c'est des touches très similaires à ce qu'on avait sur l'arc. Et si vous avez vu mes tests de ces appareils, donc Arc S, etc., tous ces appareils qui reprennent le même design, c'est des petits boutons, mais qui sont pas très pratiques. Donc celui-là, il est vraiment tout petit, quoi. Ils auraient pas pu faire plus petit, et donc ça arrive peut-être d'avoir quelques difficultés pour le trouver. Et moi, en plus de ça, enfin, il est petit, en plus il est peu en relief, et du coup, il n'est pas forcément facile à utiliser. Alors c'est pas dramatique, mais je trouve quand même niveau ergonomie, là c'est un peu design. Je pense qu'il devrait travailler sur l'ergonomie plutôt que de s'attarder sur la taille des boutons. Il suffisait de l'agrandir un tout petit peu plus et ça aurait été un peu plus confortable, je trouve. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a le port micro USB classique. En haut, le jack 3.5 mm. En bas, rien, on l'a vu tout à l'heure. À l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels avec son flash juste à côté. Voilà, juste ici. Et puis cette coque ici, dans cette version blanche, il est proposé en 4 couleurs. Notamment, blanc ici et noir. On a le logo Xperia en gris et le haut-parleur à l'arrière. Voilà. Et niveau ergonomie, prise en main, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terminal qui a un écran 4 pouces, donc on peut bien l'agripper. Ça, c'est toujours un gros point positif. Maintenant, les finitions sont assez moyennes. Maintenant, il n'y a pas de craquement, et ça, c'est quand même bien. On en voit de moins en moins des craquements sur les appareils mobiles, heureusement d'ailleurs. Mais là, c'est quand même quelque chose qui est à noter, hein, sur un terminal
de ce prix-là, ça aurait été dommage d'en trouver, mais c'est vrai que bon, la coque en plastique comme ça, c'est quelque chose qu'on trouvait sur l'Arc et que j'aurais bien aimé ne pas retrouver même sur des appareils moyenne gamme, mais ici on l'a. C'est pas un gros point, négatif, mais moi je trouve quand même que c'est un peu dommage. Et vous avez vu en bas, on a une petite LED qui est un peu particulière parce qu'elle s'allume en fait à travers la... Je sais pas si vous allez bien le voir là, mais voilà, elle s'allume à travers la zone de plastique. Alors je sais pas comment ils font ça, c'est assez bien fait. Et là elle est en bleu parce que j'ai choisi un thème bleu. Quand on l'allume, on a cet écran qui s'affiche, donc c'est l'écran de déverrouillage. Hop, on accède à l'écran d'accueil de cette façon-là, et on peut également accéder rapidement à l'appareil photo en faisant ça. Ça c'est un peu classique. Bon, bien sûr, si vous avez une lecture musicale par exemple qui est en train de se faire, vous pourrez gérer la lecture ici sur l'écran d'accueil. Et il y a quelque chose qu'on voit directement, hein, je pense ceux qui ont le coup d'œil l'auront vu, et je vais peut-être me mettre sur l'écran d'accueil pour pas qu'ils se mettent en veille. Mais vous voyez, regardez par exemple la zone noire ici. Bon là, quand je suis de face, vraiment, normalement là je suis vraiment de face, on voit que c'est déjà un peu gris. Et là quand on commence à basculer, bon, on part dans les gris largement, quoi. Là vous voyez, le noir est plus du tout noir. Et ça c'est un des reproches que je vais faire à cet écran, c'est que c'est de l'écran moyenne gamme, et on voit bien que par exemple ici il y a quelques soucis au niveau des noirs. C'est pas un souci à proprement parler, mais c'est juste que les noirs sont pas vraiment présents, sont pas profonds. La qualité de l'écran est relativement moyenne. La résolution est pas extrêmement élevée aussi, hein. Bon là ça se verra mal à la caméra comme d'habitude, mais bon, si vous avez l'habitude d'avoir des appareils avec une résolution plus élevée, vous serez peut-être un petit peu déçu. Sinon la plupart des gens seront, voilà, il n'y aura pas de souci. J'ai pas décelé notamment de problème au niveau de la gestion des couleurs, c'est juste bien sûr sur les angles de vue, ce genre de choses, mais c'est relativement bon. Après, ce qu'il peut y avoir comme souci, c'est au niveau de la lisibilité enfin de la visibilité on va dire, ou lisibilité en plein soleil, entre les traces de doigts et la qualité de l'écran avec voilà ce genre d'effet, ça peut poser quelques soucis. Ce sera pas, disons, le bon élève de la classe, on va dire, sur ce type d'éléments, mais si vous n'êtes pas trop exigeant là-dessus, ça devrait pas vous poser trop de problèmes. Voilà, alors c'est un appareil qui tourne sur Android 4.0.4, on va aller regarder tout de suite le numéro de la version, et je suis allé là-dedans, voilà. Toc, voilà, c'est du 4.0.4 avec bien sûr la surcouche Sony, et c'est celle qu'on trouve globalement depuis même la précédente version, depuis Gingerbread dans sa dernière version, par exemple sur un S. On va la trouver, sauf que celle-là c'est l'évolution sous ICS, et donc c'est à peu près la même que ce qu'on a sur un Xperia S quand il est passé sous la 4.0, avec par exemple le nouveau lecteur musical, la nouvelle galerie, ce genre de choses. Donc je vais essayer d'aller vite parce que cette surcouche on en a mangé tout au long de mes tests, et c'est vrai qu'on normalement vous la connaissez bien, mais je vais quand même bien sûr passer en revue la plupart des fonctionnalités pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez pincer l'écran là pour afficher tous les widgets, quitter la vue d'ensemble, défiler, ce genre de choses. Le premier élément qu'on voit, alors là effectivement j'ai pas mal d'éléments à l'écran, pas mal de widgets, parce que j'ai voulu vraiment personnaliser à fond le terminal. Malgré tout, je dirais que niveau fluidité c'est pas excellent. Ça c'est quelque chose qu'on voit tout de suite là, quand je le manipule, il a un peu de mal à défiler entre les écrans d'accueil, c'est un petit peu dommage. Si vous voulez voir rapidement le système de thème, ça fonctionne comme ça, c'est assez basique, on est très très loin de ce que propose HTC, mais ça reste bien. Donc là par exemple j'ai le bleu qui en fait propose un fond noir ici. Si vous allez sur les autres, ça va être un peu plus présent en termes de couleur, donc je vais rester sur celui-là parce que sinon c'est un peu perturbant je trouve. Voilà, là il y a le widget qui vient de charger, là ça va garder en cache, mais si vous faites d'autres choses après vous revenez, il aura peut-être pas encore chargé, ce genre de choses. Bon, à niveau widget vous avez vraiment pas mal d'éléments. Vous pouvez avoir un petit widget comme ça qui permet de contrôler rapidement certains paramètres, puisque vous ne les avez pas ici, hein. C'est quelque chose que Sony intègre pas, mais vous l'avez en accès rapide de cette façon là, donc c'est pas forcément un problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les top contacts, le conseiller, on a le lecteur musical ici qui est plutôt sympa. La lecture se fait également ici d'ailleurs en musique, et puis je vous montre au passage là, voilà, ça donne ça, hein. Donc ça c'est vraiment bien, c'est des petits détails, mais en gros quand vous lisez un fichier musical, vous pourrez
le contrôler à 3 endroits différents, sans compter bien sûr le lecteur musical à proprement parler. Vous avez des widgets interactifs comme ça, qu'on peut faire défiler. Alors là ça charge hein, les visuels, mais bon c'est ça l'idée, c'est assez fluide, ça marche relativement bien. Je lance l'appareil photo, bon vous avez vu, hein, il y a eu un petit chargement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire disparaître tout ça. C'est mon plus gros problème en fait avec cet appareil, ça va être le manque de fluidité. On va hop, essayer, bon elle était déjà lancée, donc ça facilite un peu la tâche. Tout au long du test, on va essayer de voir vraiment si la fluidité c'est un vrai problème ou non. D'après moi, pas nécessairement, hein, si vous êtes encore une fois pas exigeant, c'est toujours ça, c'est en fonction de vos besoins. Mais bon, vous allez le constater hein, tout au long du test. Donc ça c'est pour les contacts. Donc classique Ice Cream Sandwich avec l'intégration de Sony et Facebook Inside Xperia, et ça marche plutôt bien. Donc par exemple ici j'ai mes contacts synchronisés, je vais dans ce contact là qui est synchronisé avec Facebook. Donc son visuel vient de Facebook, je peux accéder à son profil, j'ai son anniversaire. J'ai ici ses photos qui vont s'afficher. Et je peux laisser des commentaires dessus, ce genre de choses. Et j'ai également ses centres d'intérêt. Donc ça c'est pas mal fait, ça marche relativement bien. Moi je trouve que Sony propose sur ce genre d'intégration sociale un des systèmes les plus aboutis avec HTC. Voilà, donc ça n'a pas trop évolué depuis ICS. Alors, on n'a pas les défilements latéraux ici. Quand je compose un numéro, j'ai des propositions qui s'affichent et j'ai les groupes ici, le grand classique on va dire. Au niveau des messages et de la saisie texte, on a les messages qui s'affichent par conversation, par contact, hein, de manière très classique. Quand vous rentrez dedans, vous avez un système de bulles. Là, j'avais commencé à écrire plein de choses. Donc quand vous appuyez là, bien sûr, vous avez le clavier qui s'affiche. Vous avez ce clavier-là, c'est le clavier de base proposé par Sony dans ses terminaux Android. Donc ça s'appelle le clavier Xperia, qui ressemble un peu au clavier Android de base, mais qui a été un peu réadapté par Sony, déjà au niveau de l'esthétique, mais aussi un peu des fonctionnalités. Là, on a le clavier chinois et Google Voice, si vous avez envie d'entrer du texte par la voix, en le dictant. Ensuite, ici, bon, cette interface est assez basique, hein, vous pouvez rajouter une image ici pour transformer un SMS en MMS, ce genre de choses. Au niveau du clavier, c'est un écran 4 pouces, donc bon, ici, on a pas mal de place. Ça reste confortable parce que c'est un clavier qui est bien géré au niveau des touches. Maintenant, bien sûr, si vous avez un problème avec la taille, vous pouvez toujours basculer en mode paysage. Ça fonctionnera peut-être mieux pour vous. Au niveau de l'efficacité du clavier, bah écoutez, c'est pas trop mal. Par exemple, là, j'écris un peu n'importe comment. Voilà. Ça va, ouais. Bon bref, et bon ça va, il m'a quand même corrigé certaines fautes qui étaient faites sans que je lui demande quoi que ce soit, donc ça c'est bien. Le seul petit problème, c'est comme le J a quelques soucis de fluidité, c'est quelque chose qui est global à l'appareil, on le retrouve bien sûr dans la saisie texte, même si c'est quand même pas si mal que ça. On va passer du coup dans le menu principal et voir un peu comment il fonctionne. Donc c'est le grand classique, hein, comme d'habitude, vous avez la possibilité de déplacer les icônes. Quand vous changez, vous basculez dans ce mode édition. Si vous appuyez sur une icône, vous pouvez ensuite la faire basculer, la déposer sur un écran d'accueil. Vous avez vu, vous avez également ici partager, qui permet de partager une application, mais c'est bon, voilà, ça fonctionne quand on est connecté, je sais pas là, mais je pense que ça marche que quand on a une carte SIM. Mais bon, ça c'est un petit système intégré. D'ailleurs, il y a un autre truc que je voulais voir. Ouais, ici on a juste éteint mode avion, etc. C'est vrai qu'avant, avec la version précédente, on pouvait faire une capture d'écran. Juste pour info, hein, je sais pas si ça vous intéressera, pour faire une capture d'écran, soit ICS, et on reste appuyé comme ça. Voilà. C'est bouton volume moins et la touche on-off verrouillé, déverrouillé. Puis ensuite vous la retrouvez juste ici. Voilà, ça c'était juste petite parenthèse. Et dans le menu ensuite on a les options de tri ici, donc alphabétique, plus utilisé, installé récemment. Donc c'est pas mal, c'est pas le menu que je préfère. J'aime bien quand on a la possibilité d'avoir des différents onglets avec les applications téléchargées, les favoris, etc. Comme on l'a vu, comme on le voit par exemple sur un Razer HD, on a cette possibilité là. Ce que j'aimerais bien aussi,
c'est retrouver peut-être un peu plus l'esprit Ice Cream Sandwich dans les terminaux Sony. Là, c'est vrai que Sony a décidé de complètement chambouler ce système-là. Par exemple, au niveau des widgets, ça se passe ici. Et le système de widget est bien, hein, et ça, c'est le nouveau système qui est depuis ICS. Mais je sais pas, je sais pas ce que je préfère. Voilà, est-ce que je préfère ce système-là ou le système dans ICS? Bon, ça c'est une question de préférence aussi, hein. Et puis du coup on va passer là-dedans. Donc on a vu les contacts, téléphone, messagerie. On va passer du coup dans l'appareil photo. Donc on peut activer rapidement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, depuis l'écran d'accueil. Ensuite c'est l'interface classique, hein, de Sony, qui a été un peu retravaillée au fil du temps. Vous appuyez sur menu, vous avez ça qui s'ouvre. Donc avec différentes scènes ici. Donc là on peut désactiver le mode de scène ou en choisir un. Notamment scène de nuit, ça peut être pratique. Là on a la résolution, il prend des photos en 5 mégapixels. Le flash, retardateur, le mode de focus, on peut définir la mise au point tactile, hein, ça peut être pratique pour éviter de dépendre du système automatique. Là la valeur d'expo, balance des blancs, c'est utile également. La géologue, pourquoi pas. Géologue, c'est d'autant plus, enfin ça devient réellement intéressant depuis cette version là, puisque vous allez le voir après, la galerie, vous pouvez géolocaliser vos photos et les afficher sur une carte. Donc là ça prend vraiment de son sens. Et bon là, ok, on a ces diverses options là. Quand on reste appuyé ici, on peut soit enlever une icône, soit les réorganiser, un petit peu comme ce qu'on a dans TouchWiz. Et là on a les accès du coup rapides à ces options là, quoi. Là on a la caméra avant, l'option de panorama, et là on retrouve certains éléments, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est à vous ensuite de gérer, de faire l'interface qui vous plaît le plus, j'ai envie de dire. Donc hop, pour prendre une photo c'est classique ici. Là j'ai choisi le mode automatique, je reste appuyé là, je relâche. Donc là je suis un peu près, apparemment ça lui parle pas des masses et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc voilà, c'est assez rapide, mais c'est pas non plus excellent. Là vous avez vu le temps qu'il prend à faire le focus. Donc si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez déterminer le focus à la main par exemple. Ce genre de choses, ça peut aider pour faire la mise au point. Il y a un truc que j'ai oublié, ouais non, je vous ai montré à la caméra avant, c'est ici que ça se passe. Ensuite vous basculez ici, hop, en mode vidéo. Là vous allez pouvoir filmer uniquement en VGA, donc ça fait pas grand chose. C'est un peu dommage, mais sur du single core 1 GHz, c'est difficile de demander plus. Peut-être, ouais, c'est à partir du dual core qu'on a vu du 720p il me semble. Donc après ça dépend aussi de la cadence du processeur. Mais bon, dans l'état, c'est pas vraiment une surprise. Maintenant la qualité est pas si mal. Vous le verrez sur grand écran lors de la publication du test écrit avec les différents échantillons. Donc là on peut bien sûr filmer avec la face à la caméra avant. Là on a ces options là. Si on veut accéder à toutes les options, ça se passe ici. On a pareil des modes de scène, éclairage, c'est pour allumer la LED. On peut gérer le focus, parce que ça c'est un truc qui est quand même bien, malgré le fait qu'on filme en VGA, on a quand même un autofocus pendant qu'on filme. Donc là je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est assez basique, hein. Hop, voilà. Donc vous posez un endroit et là vous voyez peut-être mal à la caméra, mais ça a fait le focus. Et c'est relativement rapide, hein, pour un appareil de ce gabarit là, donc je trouve ça agréable. Voilà. Hop. Ok. Au niveau des emails, alors ça marche de manière classique. Vous avez un client de base que vous avez peut-être déjà découvert lors de nos tests du Xperia S, tout ça. Donc là, je ne l'ai pas configuré, mais il est très sympa, très simple, très basique sur fond noir. Il fonctionne bien. On a le client Gmail également, bien sûr, hein, si vous utilisez Google pour vos mails. On va passer sur le web. Donc par défaut, vous avez ce navigateur là, hein, c'est le navigateur ICS par défaut. Donc là, on peut fermer des onglets de cette façon-là. On peut faire une recherche directement, hop, pardon, ici. Par contre, voilà, sur le web, ça c'est un truc que je constate, mais même sur les terminaux un peu plus haut de gamme, hein, c'est un peu particulier. En fait, voilà,
quand vous commencez à taper une adresse, il va vous proposer des sites. Et parfois, le chargement pour faire les propositions, ça rend tout le système un petit peu lent et on va se planter de lettres et ça va retravailler le truc. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une superbe idée de le proposer sur mobile. Je pense qu'il serait bien de pouvoir le désactiver. Enfin bon, là ici, c'est indépendant du terminal. Hein. C'est Android. Alors, par défaut, ici, enfin pas par défaut, moi là, pour ce test-là, j'ai désactivé le flash. Donc on va le voir ici, j'ai activé JavaScript, mais j'ai désactivé les plugins. Je vais vous montrer ce que ça vaut en fait sans plugin et après on va regarder ce que ça vaut avec. Pour que vous ayez une petite idée. Normalement je fais l'inverse, mais bon là je l'ai chargé comme ça revient à peu près au même. Hein. Qu'est-ce que ça va induire en fait là en l'occurrence, ce qui est un peu lourd sur certains sites, c'est sur les sites qui diffusent des pubs tout simplement. Donc là, ici par exemple on a de la pub. Ça va alourdir un petit peu le site, hein, faut bien le reconnaître. En plus de ça, là j'ai désactivé le JavaScript, donc vous voyez le slideshow il s'affiche pas, etc., etc. Donc tout ça c'est des choses qui rendent l'expérience beaucoup plus fluide. Si vous avez envie sur un appareil moyenne gamme ou entrée de gamme d'avoir une expérience la plus fluide possible, déjà peut-être que vous utilisez Chrome plutôt que client de base si vous êtes à partir d'ICS. Si vous n'êtes pas sous ICS, vous pouvez juste faire ce que je viens de faire, désactiver JavaScript, désactiver le flash. Donc là, on a quelque chose qui est tout à fait honorable, tout à fait fluide. On va lancer un test. Là, je suis connecté en Wi-Fi, bien sûr. Voilà, on peut commencer à défiler un peu. C'est le grand classique, hein, sous ICS, le navigateur qu'on connaît avec ses performances qui sont ce qu'elles sont. Et là, c'est vrai qu'ici, en ayant désactivé tous ces éléments-là, franchement, ça fonctionne relativement bien. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai que sur test mobile, il y a quelques soucis pour faire des copier-coller. Bon, on a toujours la mosaïque là qui s'affiche. C'est un peu dommage. On va aller sur un autre site. D'abord, ce que je vais faire, c'est désactiver, enfin réactiver, pardon, les éléments, parce qu'à la base, quand même, le web, c'est fait pour être riche, et donc on a envie de l'avoir à 100% de ses capacités. Hop. Forcément, ça va faire que la page va être un peu plus lourde. Quand je dis un peu, quand même, avec le JavaScript, en fait, ça induit beaucoup de choses. C'est des choses que vous ne voyez pas forcément, mais sur tous les sites sur lesquels vous allez au quotidien, il y a pas mal de scripts qui se chargent derrière pour pouvoir bien afficher tous les éléments, pour faire en sorte que, par exemple, on puisse avoir des statistiques de nos sites, ce genre de choses. Ça alourdit pas en soi, mais ça s'accumule, et quand on supprime tout, forcément le site il va s'afficher de manière un peu plus fluide. Voilà, et là vous voyez, du coup vous le sentez peut-être pas, mais c'est vrai qu'au défilement, voilà, on voit il y a eu un gros lag au moment du chargement du flash ici. Donc voilà, là c'est tout de suite moins bien, hein. C'est du classique, hein. Ça c'est une expérience qu'on connaît bien avec le temps sur les terminaux de ce gabarit là. Je vais terminer sur un site un peu plus lourd, et puis on va rapidement faire un petit tour ensuite sur Chrome pour voir un peu est-ce que ça change réellement l'expérience. Et du coup hop, je vais le lancer en parallèle. Si je l'avais déjà installé, ouais, il est là. Alors avec Chrome, je trouve qu'au niveau du chargement ici c'est encore pire. Par exemple là vous voyez, je tape les lettres, c'est c'est très désagréable. Et le multitâche, je sais pas si non, j'ai pas chargé. Voilà. Ok, je suis sur la version mobile là, je lui en demande beaucoup, hein, là quand même. Et vous voyez, il galère un peu, donc c'est le gros problème, hein. On a 1 GHz single core 512 de RAM, on voit un peu ce que ça donne là sous Android 4.0, et là j'ai l'impression de l'avoir perdu. Est-ce possible? Ça me paraît un peu étrange quand même. Théorie, c'est pas censé lui poser de problème. Ouais, c'est bon. Voilà, le site vient de s'arrêter de charger. Là, il y a tous les composants qui sont activés. Et vous pouvez naviguer, mais vous avez vu, il y a c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Alors après, quand vous allez sur le web et vous savez que vous allez aller sur des sites un peu lourds, vous pouvez
éventuellement fermer d'abord toutes les applications qu'il y a derrière qui tournent. Mais bon, ça changera pas forcément drastiquement les choses. On va aller voir ce que ça vaut. Hop, sur Chrome. Voilà, là j'ai coupé le chargement, il n'arrivait pas à se terminer. Bon, c'est marrant parce que normalement sous Chrome c'est un peu plus fluide et là, pour le coup, c'est un peu la galère et pourtant j'ai fermé tout ce qu'il y avait derrière. Bon, bref. Donc on va se dire que là pour le web quand même, hein, sur le J c'est vraiment pas terrible. Alors la taille de l'écran c'est pas réellement un problème, 4 pouces. On a un peu de place pour naviguer. En théorie c'est censé être plus que correct. Encore une fois, quand on parle de terminaux ICS, reste à voir ce que ça donne sous Jelly Bean. Si pas sous Jelly Bean. Je crois pas que pour l'instant on ait vu de terminaux single core 1 GHz sous Jelly Bean. Je pense pas que ce soit un problème, mais je suis pas sûr d'en avoir déjà utilisé. Donc bon, on verra d'ici là. On a le Play Store avec toujours une zone Sony où il y a en fait certaines propositions d'applications, mais bon, c'est rien de dramatique. Ouais, là-dessus, je sais pas si c'est... Hop, hop. Ouais, et parfois il a... Ouais, je sais pas. Quelques petits problèmes de réactivité. Bon, voilà, c'est le calendrier qui a été personnalisé. Je trouve qu'il est moins joli que celui de base dans SIS. Il est bien, hein, en soi, il présente vachement bien les informations, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve ils se font bien avec la surcouche Xperia, ils se font pas très bien dans ICS, mais comme Sony personnalise pas mal ICS, on va dire que ça va. Vous avez bien sûr Google Maps avec un GPS, etc. Les performances bien sûr seront moins bonnes que sur des terminaux haut de gamme, hein. Ensuite, on a la fameuse nouvelle entre guillemets galerie, donc avec les tri ici par date. Hop, on peut accéder ici à tous les albums. Donc ça marche assez bien, moi je trouve. Il y a ce système de tri là, voilà, qui permet d'afficher les vignettes plus ou moins grandes, ce genre de choses. On peut sélectionner différents éléments. Ensuite, on peut afficher une carte. Et dessus, il y aurait les images qui sont géolocalisées. Alors là, je ne l'ai pas fait, donc on ne les a pas. Mais vous pouvez le faire. Et ensuite, on a en ligne qui affiche vos photos qui sont enregistrées sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, on a les Picasa avec Instant Upload. Ce genre de choses-là, et c'est plutôt bien fait, hein. C'est même très bien fait. Vous ouvrez une photo ou une vidéo, vous défilez de cette façon-là, c'est assez fluide. Ça va dépendre. Si tout est bien chargé, a priori, c'est censé quand même être plutôt fluide. Voilà, on voit, hein, sur cette image-là. Bon, là, par exemple, vous voyez bien les reflets. Là, j'ai l'écran qui est normalement assez élevé en termes de luminosité. On va d'ailleurs... parfois il a un petit peu de difficulté à réagir. C'est vraiment mon seul gros problème, hein, c'est ça. Ouais, non, là je suis à fond en luminosité. Et vous voyez là, bon, j'ai pas une lampe directement derrière moi, mais elle est juste à côté en fait. Voilà. Mais bon, ça reflète vachement avec les traces d'écran et la luminosité qui est pas énorme. C'est pas un superbe écran, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et puis là-dedans, bien sûr, dans la galerie, vous avez toutes les options classiques. Ok, toc, on a le DLNA, on a l'accès au film. Alors ça, c'est bien, ça fait partie des nouvelles choses aussi avec ICS et la surcouche Xperia. Quand vous mettez un fichier, il va essayer d'aller chercher avec Grace Note, qui est un service. C'est le mode en ligne ici qui va aller chercher des... C'est un service qui permet normalement d'aller chercher des pochettes pour de la musique, et il permet également d'aller chercher des infos pour entre guillemets des films, des séries, etc. Donc là par exemple j'ai un épisode de Family Guy qui est sur l'appareil, il va scanner, il va me mettre la pochette Family Guy, c'est vachement bien fait, j'appuie là, il me dit saison 9 épisode 17, et imaginez voilà cet appareil là avec 32 Go de mémoire, toutes vos séries dessus, et ça peut être vraiment agréable. Alors après c'est du 4 pouces et puis l'écran est pas génial, mais bon ça reste regardable, hein, vous allez le voir. Donc là ça lit les DivX en natif bien sûr. Ce que j'aime bien là, bon alors c'est pas un fichier très lourd, donc c'est pas toujours représentatif, mais là sur un fichier d'environ 200-300 MO, vous voyez
le DivX bascule très rapidement entre les différentes sections. C'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, si vous avez des soucis de lecture avec différents formats, MKV, etc., vous pouvez toujours télécharger d'autres logiciels, d'autres applications comme Rock Player, etc. Ou MX Player. Je sais plus si Rock Player ça existe, il me semble. Et voilà. Et donc ça ça va être bien, mais c'est vrai que si vous commencez à vouloir lire du 1080p, ça posera des problèmes. Déjà, ce sera pas terrible sur votre écran, et en plus de ça, le 1 GHz single core, il le gérera assez mal. Alors après, ça va dépendre des applications, mais bon, c'est pas recommandé, on va dire. J'ai à peu près fait le tour. Il y a juste, bien sûr, la musique, vous inquiétez pas, et également ici, musique et vidéo. Alors ça, c'est tout ce qui est lié à Facebook Inside Xperia. Ça va vous proposer des contenus qui sont appréciés par vos amis. J'ai pas d'amis avec ce compte là, donc ça ne marchera pas. Et bon, après tout ça, c'est le grand classique. J'ai installé des trucs, hein, voilà, Rock Player, donc je vous parlais tout à l'heure, ce genre de choses. Et puis la musique qui s'appelle Walkman, donc Sony réutilise depuis peu tous les éléments qui font, c'est pareil pour pour tout ce qui est jeux vidéo. Ils utilisent tout ce qui est autour de PlayStation. Il y a Bravia pour l'écran, etc., etc. Et modifier les infos musicales. Alors attendez, je vais aller là. Je crois que ça va être télécharger les infos musicales. Et ça, normalement, pareil, voilà, vous voyez en bas, c'est Grace Note. Donc là, il est en train de tout télécharger. Normalement, ça doit s'afficher ici. Il dit erreur de téléchargement. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Alors là, vous avez deux onglets, ma musique et la lecture. Je trouve ça assez bien fait parce que vous avez toujours cet onglet-là dans lequel vous pouvez naviguer pour accéder à vos fichiers en fonction des albums, des artistes, etc. Faire même une recherche. Et puis à côté, vous avez toujours le fichier en cours de lecture, quoi qu'il en soit, avec la playlist en cours de lecture pour faire défiler les pochettes comme ça. Et ça marche vraiment bien, quoi. C'est propre. Que dire de plus? Donc là, voilà, je suis là-dedans. Ok. J'ai différents modes. Alors là, ici, c'est la possibilité d'afficher plus d'informations sur le morceau en question, mais généralement, ça va être des vidéos, des infos sur Wikipédia, ce genre de choses. Ça fait juste une requête sur le service, hein. C'est assez basique. Vous pouvez défiler dans le morceau de cette façon-là. Vous avez les contrôles ici. Là, vous avez le lecture aléatoire et la répétition. Chaque fois, ce que je dis là-dessus, et ce serait vraiment bien que Sony change ça, c'est que tout ce qui est aléatoire et répétition, ou du moins aléatoire, il devrait l'intégrer ici à la place de ça, quoi. Ça sert. Je sais pas si vous l'utilisez, bon, c'est bien, mais personnellement, je l'ai jamais utilisé sur n'importe quel téléphone Sony. Et je pense que ce serait bien d'avoir l'icône Shuffle à la place. C'est à peu près tout. Et puis on va regarder un peu ce que ça vaut au niveau du haut-parleur. Alors rapidement, juste, il y a un dernier petit truc. Il y a amélioration sonore. Il y a X-Loud qui est intégré dans... Normalement, ça va être dans plus, il me semble, voilà. Et ça va être augmentation du niveau sonore du haut-parleur. Qui est activé, désactivé. Bon, vous décidez ce que vous voulez en faire. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous l'avez vu passer, hein, c'est l'égaliseur qui est assez complet. Voilà, ici. Et là, il est en mode personnalisé, parce que c'est moi qui ai dû le personnaliser. Et je vais mettre augmentation des... Ouais, non. On va le mettre à arrêt pour juger. Ce sera peut-être un peu plus logique. Et c'est parti.
À chaque fois je me trompe, c'est le mauvais réflexe de faire retour alors qu'il y a les onglets là-haut. Alors que tout à l'heure je disais c'est génial comme système. Non, c'est vrai que c'est bien, c'est juste que moi j'ai pas forcément l'habitude. On va regarder juste un dernier morceau un peu plus dur, un peu plus complexe, puis on aura fini. Alors sur le Xperia J, on a droit à un haut-parleur qui a un volume qui est relativement bon. Après c'est pas surprenant pour du moyenne gamme, la qualité est pas excellente. C'est-à-dire que ça va pas être crado, mais on va être loin d'avoir quelque chose de très clair. Par exemple sur ce morceau-là, il y a certains éléments qu'on n'entend pas, qui sont un peu mélangés avec le reste. Ce genre de choses, bien sûr tout ce qui est basse, ça passe à la trappe, hein, ça c'est un peu logique. Mais niveau volume c'est pas mal, et je pense que pour un appareil de cette gamme là, parfois on est surpris, hein, on trouve des haut-parleurs très très bons sur des appareils moins chers, parce que ils se lâchent sur ce composant là, parce qu'ils ont fait peut-être des économies sur le reste, je sais pas, ou c'est un choix parfois, hein. C'est des mobiles qui sont mis en avant pour ça. Là le J, clairement c'est pas un appareil qu'on peut mettre en avant pour un haut-parleur particulièrement performant, mais il reste correct. Et puis le haut-parleur avec un volume suffisant, ça permet plusieurs choses. Au-delà de la musique, ça permet, par exemple, quand vous regardez un film, une série, etc., et que vous êtes en haut-parleur, ça permet d'entendre quand même correctement les voix. Et c'est pareil en navigation GPS. C'est des éléments qui restent importants, au-delà vraiment de la lecture musicale, hein, là-dessus. Voilà. Et on a à peu près fini, hein. On va juste regarder un dernier élément au niveau des performances. Alors je l'ai passé à la moulinette de pas mal de benchmarks, je ne vais pas vous imposer de regarder tout ça. Niveau performance, on a un 1700 sous quadrant, ce qui est pas terrible, on est plutôt dans la moyenne basse, mais on est sur des performances qui sont normales pour un terminal de moyenne gamme, en tout cas à 240 €. Mais on est en dessous, par exemple, à titre de comparaison, hein, d'un Nexus S dans le quadrant ou d'un Desire HD, ce qui est un peu plus étrange par rapport à pas forcément par rapport à la gamme, mais par rapport au timing de sortie. On a un 3200 sous Antutu, donc pareil, c'est pas c'est pas au top. Sur Velamo, on a un test HTML5 qui est plutôt mauvais. Ce qui est un peu particulier, parce que bon, généralement c'est pas toujours lié aux performances de l'appareil, mais visiblement c'est quelque chose qu'on a ressenti quand on a navigué sur le web, et que visiblement on ressent aussi dans les benches. Et bien sûr il est en dessous par exemple d'un Galaxy Note, ou en dessous également du Orange avec Intel Inside, qui lui est plutôt performant malgré son prix qui est assez petit. Et puis du coup, pour finir, on va regarder un petit jeu. Alors j'ai volontairement pas choisi un jeu en 3D parce que je sais qu'il s'en sort pas très bien, mais j'ai pris un jeu qui est plutôt intense en termes de rythme, et sur lequel il faut un appareil qui est relativement réactif pour pas en gros se planter et perdre. Donc c'est un jeu qui s'appelle, je sais plus, là c'est écrit, on va le revoir juste après, c'est le tout dernier jeu de Halfbrick, qui est plutôt sympa. Puis après j'en profiterai pour conclure, et puis je peux le faire maintenant, hein, pendant qu'on joue, hein, comme ça m'arrive de temps en temps, en baissant le son bien sûr. Alors donc le jeu c'est Jetpack Joyride. Donc le J, c'est un terminal qui a pas mal de petits soucis au niveau fluidité. On va dire que c'est son plus gros problème, ça va être sa fluidité. Ce que j'ai pas non plus trop apprécié, hein, bon, toutes choses mises dans leur contexte, hein, ça reste un mobile, c'est l'écran. C'est l'écran qui est pas excellent. C'est du moyenne gamme, donc on s'attend pas à quelque chose de beaucoup mieux, mais voilà, c'est juste que je tiens à le mentionner. En termes de finition, on n'est pas sur quelque chose d'excellent également. Encore une fois, c'est quelque chose qui est 100% plastique et qu'on retrouve souvent sur des terminaux moyenne gamme, mais comme c'est une tendance qu'on a chez Sony aussi, même sur du haut de gamme, je trouve ça un petit peu dommage, hein. C'est normal, on va dire, entre guillemets, de le trouver sur celui-là, mais c'est toujours un petit peu décevant. Même si ici, le gros point positif, c'est qu'on n'a pas de craquement, ce genre de choses, hein. L'écran réagit bien au doigt, par exemple, il s'enfonce pas quand on appuie dessus, ce genre de choses, donc c'est plutôt bon. Que dire de plus? Au niveau de l'appareil photo, c'est pas si mal. Je trouve qu'on a une bonne interface et une qualité de sortie qui est assez bonne. On a des performances relativement correctes. Sony est plutôt bon là-dedans, et ici on le retrouve, même si c'est un appareil moyenne gamme.
Pareil en vidéo, hein, on a beau avoir que du VGA, bah justement ça lui permet de, a priori d'afficher des performances plutôt correctes. Donc vous le verrez dans les échantillons, mais ce sera assez parlant. Et puis il y a un autofocus continu que je trouve assez intéressant. C'est une fonctionnalité qu'on ne trouve pas toujours sur les terminaux de moyenne gamme. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Ensuite, bien sûr, pour finir sur le hardware, on a un haut-parleur qui a un bon volume mais qui n'est pas super performant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est on a du Android Ice Cream Sandwich. Alors ça, c'est pas trop une surprise, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu normal, même sur du moyenne gamme, d'avoir du ICS. Mais on a cette surcouche, voilà, du coup, de Sony qui est plutôt bonne, je trouve. On a quelques fonctionnalités sympas, sociales, sympathiques. On a un bon client email, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une bonne galerie photo, fonctionnalité vidéo qui marche bien, support du DivX, et également un bon lecteur musical avec une belle interface hein, qu'on retrouve. On retrouve la même interface sur par exemple un Xperia S ou un Xperia T, ce genre de terminaux. Et donc c'est toujours agréable de se dire que même si c'est un appareil moyenne gamme, on a des interfaces qu'on retrouve sur d'autres terminaux plus haut de gamme. Et donc ça, c'est assez bien. Sinon, niveau autonomie, on a quelque chose de pas mal du coup, vu qu'on est sur du single core, une résolution assez petite, on a une batterie qui est relativement conséquente, et du coup on arrive à une plutôt bonne autonomie. Donc ça, d'après moi, ça fait partie des points positifs. Voilà, et puis là, vu que vous venez de me voir un peu jouer à ce jeu, alors c'est un jeu qui est un peu lourd au niveau des éléments qui sont en permanence à l'écran, hein, dans certaines phases, mais c'est pas un jeu graphiquement complexe dans le sens où c'est pas en 3D, etc. etc. Il y a quand même pas mal d'effets, mais c'est pas en 3D. Donc après, tout dépend de l'optimisation du développeur, et ici, dans le cas présent, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à ce jeu sans trop de soucis. Le truc, c'est que vous avez peut-être vu hein, tout à l'heure pendant que je parlais, mais il y a eu quelques petits coups de RAM, on va dire, des petits freezes qui sont pas forcément très agréables quand vous jouez à un jeu comme ça où il faut être assez réactif. Donc bon, c'est pas exceptionnel, hein, ça c'est aussi un autre point, et ça fait partie du manque de fluidité, c'est forcément un manque de performance. Mais cet appareil pourra convenir à certaines personnes qui cherchent pas un terminal réellement performant. Pour ce prix-là, 250 €, 240 €, c'est pas forcément excessif, hein. Aujourd'hui, on a quand même du ICS et une surcouche qui marche bien. Vous n'aurez pas le top du top, mais vous aurez quelque chose qui marche relativement bien sur la plupart des fonctionnalités, et notamment au niveau de l'appareil photo, qui d'après moi reste une fonctionnalité essentielle sur un smartphone, même moyenne gamme. Voilà. Donc ça, c'était pour mon test du Sony Xperia J. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube ou sur Test Mobile en dessous du test. À bientôt.